Le père de George, vivant, admis à l'hôpital. Mais porteur d'une trahison pire que la mort. La phrase tombe comme un verdict et le monde autour tremble. George a 29 ans, et toute sa vie tient encore au contour d'un visage qu'il croyait figé dans la tombe. Tony a 29 ans lui aussi, et son rire peut toujours faire croire qu'il n'y a jamais eu de nuit sans étoiles. Ils sont frères d'âme, liés par des années d'études, par des nuits blanches sur des plans d'architecture, par des dettes d'honneur que l'un a contractées pour l'autre. Ils ont bâti ensemble une sécurité fragile, faite d'ambition et de promesses. Pour le public, leur histoire ressemble à un conte moderne, deux jeunes hommes, issus de mondes opposés, unis par la loyauté. Pour ceux qui les connaissent de près, chaque sourire cache une dette, chaque accolade un silence. George porte la mémoire d'une maison paisible, d'un père respecté, d'une mère pieuse et d'une sœur nommée Adelcia qui rit comme si la douleur n'y avait pas d'entrée. Tony porte la poussière d'une enfance pauvre, une promesse faite à des parents fatigués et la rage douce amère de changer un destin. Leur fraternité est belle et vraie, ce qui rend tout le reste plus cruel. Car il y a un secret, un poids ancien enfoui dans une nuit que personne n'ose nommer. Ce secret a fait des promesses avec de l'argent sale, a vendu des espoirs, et a fait croire à un père qu'il pouvait tout effacer par une fuite. Le retour des deux hommes au pays, leur succès, la tendresse de leur réveil familial sont autant de cloches qui sonnent sur un cercueil invisible. La voix d'un lit d'hôpital a déjà brisé des équilibres, un homme faible, un désir interdit, un mensonge ourdi pour protéger une réputation. Et maintenant ce lit respire là, au milieu d'un couloir blanc, portant en lui la vérité la plus dangereuse. L'air est lourd, la vie l'attend, et quelque part la question tourmente, comment deux enfants qui rêvaient de bâtir des vies ont-ils été poussés par la même tornade ? Mais pour comprendre comment leur vie a basculé, il faut revenir bien des années en arrière, au moment où tout a commencé. Dans une petite maison de tôle au bord d'une ville poussiéreuse, un enfant ouvrait de grands yeux vers le plafond troué d'où filtrait la pluie. Tony n'avait que 10 ans, mais il savait déjà que la pauvreté était une prison. Chaque matin, il voyait son père rentrer du chantier, les mains écorchées par le ciment, le souffle lourd. Sa mère, vendeuse de légumes au marché, comptait les pièces de monnaie en silence, la fatigue gravée dans ses yeux. Pour Tony, chaque larme silencieuse de sa mère était une dette. Chaque souffle brisé de son père, une promesse à tenir. À l'école, Tony brillait comme une étoile isolée dans la nuit. Ses professeurs le citaient en exemple, ses camarades le jalousaient parfois. Ce garçon ira loin, disait-il. Mais Tony savait que ces mots flottaient dans un vide cruel. Ses camarades, eux, parlaient déjà d'université, de voyages, de concours qu'ils passeraient grâce au soutien de leurs parents. Lui, chaque soir, entendait la même phrase de sa mère, « Mon fils, nous n'avons pas les moyens, mais prie Dieu, peut-être qu'un jour ta chance viendra. » C'est dans ce contraste que son rêve d'architecture prit racine, comme une rébellion contre le destin. Tony construisait déjà des maisons dans sa tête. Avec des morceaux de bois et des pierres, il traçait des plans d'enfants. Il se promettait de bâtir un jour une maison pour ses parents, une maison sans trou dans le toit, sans peur de la pluie. Mais à mesure qu'il grandissait, il voyait l'écart entre ses rêves et la réalité. La pauvreté avait un goût amer, celui du rejet, de l'humiliation, des rêves étouffés par la poussière des chantiers où il venait parfois chercher à aider. Ses yeux brillaient de volonté, mais son cœur commençait déjà à trembler face au mur invisible de la misère. Il décida alors de travailler plus dur que tous les autres. Ses cahiers étaient ses armes, ses notes ses victoires. Ses professeurs l'encourageaient, et il serrait les poings, se disant qu'il arracherait sa place coûte que coûte. Parfois, il passait devant les grandes maisons du quartier riche. Il s'arrêtait, levait les yeux vers les balcons lumineux, et murmurait, « Un jour, ce sera moi qui les bâtirai. » Ses pas dans la poussière étaient lourds, mais son esprit ne cessait de courir vers ce futur qu'il croyait possible. Pourtant, chaque soir, en voyant ses parents lutter pour nourrir la famille, Tony sentait un gouffre s'ouvrir sous ses pieds. Et si ses rêves n'étaient qu'une illusion cruelle ? Ses camarades parlaient déjà d'avenir assuré, tandis que lui voyait le spectre de l'abandon grandir. Sa mère le regardait avec tendresse, « Toi, tu es notre espoir. » Ces mots, doux mais lourds, devinrent une chaîne invisible. Tony n'était plus seulement un enfant brillant, il était le fardeau d'un avenir qu'il devait arracher pour sauver les siens. Et déjà, l'ombre du désespoir guettait ses pas.
Pendant que Tony grandissait dans la pauvreté, de l'autre côté de la ville, un autre garçon du même âge vivait une enfance à l'opposé. George. À l'autre bout de la ville, loin des maisons de tôle et de la poussière, un enfant ouvrait les yeux dans une chambre lumineuse, aux murs décorés de versets bibliques encadrés. George n'avait que 10 ans, mais déjà il goûtait à une vie stable et enviée. Sa maison était vaste, les repas toujours posés sur la table, et les voisins respectaient son père comme un modèle. Chaque matin, il voyait cet homme se lever avant l'aube, prier à genoux, puis embrasser sa mère avant de partir au travail. Pour George, son père n'était pas seulement un parent, c'était un exemple, un héros. George apprenait tôt ce que signifiait l'honneur. Son père lui répétait, « Un homme ne vaut rien sans intégrité ». Sa mère, douce et pieuse, ajoutait, « Et sans amour, l'intégrité est vide ». Dans ce foyer, la discipline se mariait à la tendresse. Sa petite sœur Adelcia remplissait la maison de rire, courant partout, forçant George à jouer le rôle de grand frère protecteur. À l'école, il n'était pas le plus brillant comme Tony, mais il était charismatique, aimé de tous. Ses professeurs voyaient en lui un futur leader. Sa vie semblait écrite d'avance, la stabilité, la réussite, la continuité. Mais derrière les sourires, George ressentait parfois une pression invisible. Être le fils d'un homme respecté signifiait ne jamais faillir. Les regards des voisins, l'admiration de ses camarades, tout cela pesait comme un poids. Parfois, il rêvait de crier qu'il n'était qu'un adolescent, pas encore prêt à porter l'image d'un père aussi parfait. Pourtant, il refoulait ses doutes et serrait les dents. Il se persuadait que son avenir serait grand, car son père le guidait. En silence, George se promit d'un jour honorer ce nom de famille qui brillait comme une lumière dans leur quartier. Très tôt, George développa une passion pour l'architecture, en suivant son père visiter des chantiers. Fasciné, il observait les ouvriers, les plans, les maisons qui prenaient forme. Un jour, il confia à son père, « Moi aussi, je veux construire. » Son père sourit et répondit, « Alors, construis d'abord ton caractère. Les maisons viendront après. » Ces paroles marquèrent George à jamais. Elles devinrent son credo. Il étudia avec sérieux, participa aux cours avec ardeur, et protégea Adelcia comme un soldat fidèle. Chaque geste semblait préparer son avenir. Aux yeux de tous, George vivait l'enfance idéale, un père droit, une mère aimante, une sœur joyeuse, une maison stable. Mais sous ce vernis parfait, une faille invisible commençait à se creuser. Un secret que personne n'imaginait allait bientôt fissurer ce cocon. Car si Tony grandissait dans la pauvreté avec la rage de s'en sortir, George grandissait dans la richesse avec la certitude d'un avenir tracé. Deux destins que tout opposait. Deux trajectoires que rien n'aurait dû croiser. Pourtant, une nuit de désespoir et de feu allait les lier à jamais. Et c'est Tony, à 19 ans, qui fut le premier à sentir le poids du destin peser sur ses épaules, lorsqu'il dut chercher les moyens de financer son concours. À 19 ans, Tony serrait dans ses mains une feuille froissée, la liste des présélections du grand concours national. Son nom y figurait, tracé noir sur blanc, comme une promesse de liberté. Son cœur battait fort, c'était enfin l'occasion de réaliser son rêve d'architecture, l'espoir de quitter la misère, de sauver ses parents de la fatigue et de l'humiliation. Mais sous l'excitation, une peur rongeait déjà son esprit. Ce n'était pas encore gagné. Car cette chance, il fallait la payer. Et Tony savait qu'il n'avait pas un seul franc de côté pour couvrir les frais d'inscription. La réalité tomba comme un coup près, sans argent, son nom inscrit sur cette liste ne valait rien. Il tenta d'abord la voie honnête. Il frappa aux portes des chantiers, proposa ses bras à des entrepreneurs. On lui répondit qu'il était trop jeune, trop inexpérimenté. Il essaya d'aider des commerçants au marché, mais les petites pièces qu'il gagnait ne suffiraient jamais. Les jours passaient, le délai pour régler les frais approchait, et le poids de l'échec l'écrasait. Chaque soir, ses parents le regardaient avec des yeux pleins d'espoir, répétant « Toi, tu seras notre délivrance ». Ces mots devenaient un fardeau insupportable. Tony sentait son âme se fissurer. Son intelligence et ses efforts semblaient inutiles face à l'implacable mur de la pauvreté. Comment expliquer à ses parents qu'il allait laisser passer la seule chance de leur offrir une vie meilleure ? La nuit, il s'allongeait sans dormir, imaginant la honte, le regard de ses professeurs, la moquerie de ses camarades.
Il commençait à haïr sa propre situation. Pourquoi être brillant si la misère écrasait tout? Sa colère grandissait. Ce concours, il devait le passer, coûte que coûte. Même s'il fallait s'aventurer sur des chemins qu'il n'avait jamais envisagés. Un soir, décidé à trouver coûte que coûte une solution, Tony repartit chercher un travail dans la ville voisine. Fatigué, les mains vides, il marcha sans but dans une rue sombre. C'est alors qu'il surprit une conversation. 3 jeunes hommes, nerveux, se disputaient. « Il nous a lâchés, comment on fait sans chauffeur ?» disait l'un. « On a besoin de quelqu'un ce soir, sinon tout tombe à l'eau », ajoutait un autre. Tony s'arrêta. Son cœur battait. Il cherchait un chauffeur? Lui savait conduire. Sans réfléchir, il s'approcha. Sa voix tremblait, « Je peux le faire. » Les 3 jeunes le dévisagèrent. L'un ricana, « Toi? Tu crois pouvoir gérer ça ?» Tony affirma, d'une voix plus assurée qu'il ne le ressentait, « Oui, je sais conduire. » Les regards échangés suffirent, ils venaient de trouver leur 4e homme. L'un d'eux ajouta, « Ce n'est rien de dangereux, juste un petit travail de nuit. Tu attends dans la voiture, et on partage la somme. » Tony sentit son ventre se nouer, mais l'espoir de sauver ses rêves prit le dessus. Ce soir-là, sans le savoir, il venait de sceller son destin. Tony croyait avoir trouvé une issue simple et rapide. Mais la nuit qui l'attendait allait être bien plus sombre qu'il ne l'imaginait. La nuit tombait sur la ville, et Tony se retrouvait déjà assis derrière le volant d'une vieille voiture noire, moteur ronronnant faiblement. Ses mains moites glissaient sur le cuir usé du volant. Les 3 jeunes qu'il venait de rencontrer riaient nerveusement, vérifiant leurs sacs et leurs masques. L'air était lourd, chargé d'une tension que Tony ne comprenait pas encore. Il se répétait en silence, « C'est juste un petit travail de nuit. Je reste dehors, je conduis, je reçois ma part. Rien de plus. » Mais au fond de lui, une angoisse sourde commençait déjà à griffer sa poitrine. Avant de démarrer, l'un des jeunes s'approcha de lui, « Écoute bien, toi. Tu restes dehors, tu surveilles, et dès qu'on revient, tu démarres. Pas de question. » Tony hocha la tête. Son rôle semblait simple, presque banal. Conduire, attendre, encaisser. Mais il sentait que quelque chose clochait. Le sérieux dans leur voix, la froideur dans leurs gestes, tout sonnait faux. « C'est quoi exactement, ce travail ?» osa-t-il demander. Le chef lui lança un regard glacial, « Moins tu sais, mieux tu dors. » Ces mots résonnèrent comme une menace. Dans son esprit, une tempête éclata. « Moins tu sais, mieux tu dors ?» Ces paroles confirmaient ses craintes. Mais pouvait-il encore reculer? Ses parents comptaient sur lui, le concours l'attendait, et cette opportunité était peut-être sa seule chance. Il se convainquit que ce n'était rien de grave, peut-être un petit cambriolage, une histoire d'argent facile. Rien de violent. Rien de sanglant. Il se força à respirer calmement, mais ses mains tremblaient toujours. Une voix intérieure criait de s'enfuir. Mais la voix plus forte, celle de son ambition et de son désespoir, l'obligeait à rester. Les 3 jeunes mirent leurs cagoules et vérifièrent leurs armes. Tony blêmit, mais resta muet. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal à la poitrine. Le chef donna l'ordre, « Allez, c'est le moment. » Ils sortirent de la voiture, foncèrent vers une grande maison éclairée, majestueuse, au bout de l'allée. Tony les regarda disparaître derrière la porte. Il n'avait jamais vu d'aussi belle demeure. Ironie cruelle, c'était précisément la maison où George vivait avec sa famille. Tony ne le savait pas encore, mais son destin venait de croiser celui de son futur frère de cœur. Le moteur tournait toujours, la nuit semblait retenir son souffle. Tony fixait l'entrée, chaque seconde plus lourde que la précédente. Un silence oppressant pesait, jusqu'à ce qu'un bruit sec vienne le briser, un cri étouffé, suivi d'un coup de feu. Tony sursauta, ses mains se crispèrent sur le volant. Un coup de feu? Ce n'était pas prévu. La peur lui glaça le sang. Quelques instants plus tard, les 3 jeunes surgirent de la maison, paniqués, le souffle court, un sac gonflé dans les bras. « Et démarre » hurlèrent-ils. Tony appuya sur l'accélérateur, mais son cœur savait déjà, rien ne serait plus jamais comme avant.
Ce qu'il ignorait encore, c'est qu'au même moment, Georges et sa sœur Adelcia dormaient paisiblement chez leur tante, loin de leur maison, loin de la tragédie qui venait de frapper leur père. Dans une grande maison paisible, les lampes diffusaient encore une lueur douce sur les murs. Mais ce soir-là, Georges et sa sœur Adelcia n'étaient pas chez eux. Leur tante Doriane, la cadette de leur mère, les avait invités à passer la nuit. Ils riaient, partageaient un repas simple, insouciants de ce qui se préparait ailleurs. Pendant ce temps, à l'extérieur, dans l'obscurité de la rue voisine, Tony serrait le volant de la voiture noire. Ses yeux fixaient la grande porte de la maison. Les secondes s'étiraient, le silence se chargeait d'une tension invisible. La tragédie allait bientôt éclater. À l'intérieur, le père de Georges venait de fermer les volets après une prière du soir. Sa femme, douce et aimante, lui souriait encore. Mais soudain, la porte céda sous un choc brutal. 3 hommes masqués pénétrèrent dans la maison, leur voix rauque brisant la tranquillité. « Ouvre le coffre. Donne l'argent !» La mère de Georges cria, mais son époux se dressa, ferme, refusant de céder. « Dans cette maison, personne n'a le droit de nous imposer sa loi, dit-il avec courage. » Ces paroles, fortes et droites, allumèrent la colère des intrus. L'air se chargea de menaces. Tony, dehors, entendit à travers les murs étouffés des bruits de lutte, des cris. Son cœur battait à tout rompre. « Qu'est-ce qu'ils font ?» pensa-t-il, paniqué. Ses mains tremblaient, sa respiration se bloquait. Il se répétait, on n'avait dit pas de violence. Juste de l'argent, rien d'autre. Mais ses entrailles se tordaient de peur. Au fond, il savait que la ligne avait déjà été franchie. Dans la maison, le père résistait toujours. La mère pleurait, implorait, « Arrêtez, s'il vous plaît !» Mais le chef de bande, excédé par cette résistance, leva soudain son arme. Un coup de feu éclata. Sec, violent, irréversible. Le corps du père s'effondra sur le sol carrelé, une tache sombre s'élargissant sous lui. La mère hurla, se précipita à ses côtés, le père avait payé le prix. Les intrus, paniqués par ce geste irréfléchi, arrachèrent en vitesse le contenu du coffre. L'un d'eux cria, « On se tire, maintenant !» Dans la voiture, Tony vit les silhouettes surgir dans la nuit, le sac gonflé dans leurs bras. L'un d'eux ouvrit la portière en hurlant, « Démarre !» Ses mains crispées, Tony obéit, le cœur ravagé par un pressentiment funeste. La voiture bondit dans la nuit, laissant derrière elle une maison brisée, une mère en larmes et un corps sans vie. Tony, les yeux fixés sur la route, osa murmurer, « Qu'est-ce que vous avez fait ?» « J'ai entendu un tir. » Aucun des 3 ne répondit. Le silence, plus lourd que tout, scella la vérité. Tony comprit qu'il venait de devenir complice d'un meurtre. Pendant ce temps, Georges et Adelcia riaient encore dans la maison de leur tante, sans se douter qu'à l'aube, leur monde s'effondrerait. Le lendemain matin, Georges allait apprendre que son père, modèle de droiture et de foi, avait été tué par des criminels. Une annonce qui marquerait à jamais son âme. Le matin se leva sur la ville comme une lame glaciale. Georges et Adelcia, encore ensommeillés chez leur tante Doriane, furent réveillés par des coups précipités à la porte. L'air lourd d'angoisse, un voisin haletant annonça la nouvelle, « Votre père, il a été attaqué cette nuit. » Les mots flottaient dans l'air, irréels, jusqu'à ce qu'ils tombent comme des pierres dans le cœur de Georges. Adelcia éclata en sanglots, mais Georges resta figé, incapable de croire. Ses jambes se mirent à trembler, son souffle à se bloquer. Une seule pensée tournait dans son esprit, ce n'est pas possible. Ils coururent vers la maison familiale, guidés par les lamentations qu'on entendait déjà au loin. À l'intérieur, la scène était un cauchemar. Le corps du père, étendu au sol, avait été recouvert d'un drap blanc. La mère, agenouillée, serrait ce corps froid, pleurant sans retenue. Les voisins murmuraient des prières, les policiers prenaient des notes. Le monde de Georges, qui la veille encore semblait solide, s'était écroulé en une nuit. Son père, l'homme fort, l'exemple à suivre, n'était plus qu'un souvenir sanglant. Les yeux de Georges s'emplirent de larmes, mais dans sa poitrine naissait déjà une douleur plus lourde que le chagrin, la colère. Georges sentit sa foi vaciller. Lui qui avait toujours entendu son père proclamer « Dieu est souverain », se mit à crier intérieurement « Où étais-tu, Seigneur ?»
Pourquoi nous abandonnes-tu? Sa mère, brisée, réussit à prononcer quelques mots, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit béni. Mais Georges ne pouvait pas accepter cette résignation. Son regard sombre fixait le sol, non, ce n'est pas juste. La perte de son père n'était pas seulement une tragédie familiale, c'était une injustice cruelle. Ce jour-là, Georges jura qu'il protégerait Adelcia coûte que coûte, mais son cœur s'emplissait d'amertume. Il serra Adelcia dans ses bras, lui promettant qu'il serait désormais son rempart. « Je ne laisserai jamais personne te faire du mal », murmura-t-il. Dans son esprit, un autre serment s'inscrivait, honorer la mémoire de son père en poursuivant ses rêves d'architecture, en devenant un homme digne. Mais derrière cette décision, une fissure grandissait. Georges ne le savait pas encore, mais cette colère contenue, ce cri contre l'injustice, allait orienter toutes ses relations futures. Il voulait marcher dans les pas de son père, mais son cœur avait déjà commencé à chercher une vérité qu'aucune prière ne semblait donner. Ce matin-là, Georges n'avait pas seulement perdu son père. Il avait perdu son innocence. La maison familiale, autrefois pleine de rires, résonnait désormais des pleurs de sa mère et des silences glacés d'Adelcia. Mais tandis qu'il pleurait son deuil, il ignorait que, de l'autre côté de la ville, Tony, lui aussi âgé de 19 ans, recevait sa part d'argent et s'empressait de payer ses frais de concours. Deux vies, deux destins désormais liés par un crime. Et bientôt, sans le savoir, Georges et Tony allaient se croiser pour la première fois. C'est au jour de l'affichage des résultats du concours que leur rencontre allait sceller un destin commun, bâti sur un mensonge. Le soleil frappait fort ce jour-là sur l'esplanade du Centre national des concours. Des centaines de jeunes s'étaient massés devant le grand tableau d'affichage où les résultats venaient d'être collés. Cris de joie, larmes de déception, prières murmurées, l'atmosphère était lourde de destinées qui se jouaient en une liste de noms. Parmi la foule, Tony, vêtu simplement, le souffle court, avançait timidement. Il cherchait son nom, ses yeux parcourant nerveusement les lignes. Son cœur s'arrêta un instant. Tony. Admis. Ses jambes tremblèrent. La victoire avait un goût amer, il savait d'où venait l'argent qui avait payé sa place. Un peu plus loin, Georges fendait la foule. Élégant, digne, il cherchait lui aussi son nom sur la liste. Quand il le trouva, un sourire mêlé de soulagement illumina son visage. Admis. Sa mère serait fière, Adelcia retrouverait un peu d'espoir dans ce deuil. Il ferma les yeux une seconde, remerciant Dieu malgré sa colère intérieure. En rouvrant les yeux, il croisa le regard de Tony, qui se tenait juste à côté de lui. Un échange furtif, simple, mais lourd d'un destin déjà écrit. Georges sourit poliment. Tony répondit par un hochement de tête hésitant. Tony sentit une chaleur étrange dans ce sourire. Lui qui portait déjà le poids d'un secret, se demanda pourquoi ce garçon qu'il ne connaissait pas lui inspirait une telle impression de sincérité. Il a quelque chose de différent, pensa-t-il. Georges, de son côté, remarqua dans les yeux de Tony une fatigue qui ne s'expliquait pas, une profondeur sombre derrière sa simplicité. Mais il ne posa pas de questions. Ce n'était qu'un inconnu parmi des centaines de candidats. Pourtant, sans comprendre pourquoi, il sentit que ce garçon croiserait à nouveau sa route. À la sortie de l'esplanade, une annonce retentit, les admis à ce concours seront envoyés à l'étranger pour leurs études universitaires. Les cœurs bondirent, les applaudissements éclatèrent. Georges sourit de fierté. Tony, lui, fut saisi par une peur silencieuse, partir à l'étranger, tout ça grâce à l'argent d'une nuit sanglante. Mais il ne pouvait reculer. Il serra son sac contre lui. Quelques minutes plus tard, une main toucha son épaule. C'était Georges. « Félicitations, frère. » Tony, surpris, répondit maladroitement, « Félicitations aussi. » Ce simple geste allait marquer le début d'une fraternité inattendue. Ils se séparèrent ce jour-là, chacun retournant vers sa famille, sans savoir que le destin les préparait déjà à partager bien plus qu'un concours. Dans quelques semaines, un voyage vers l'étranger les placerait côte à côte. Pas seulement comme camarades, mais comme colocataires, frères de chambre, frères d'âme. Leurs rêves d'architecture allaient bientôt s'entrelacer, mais dans l'ombre, un secret sanglant les liait déjà.
Car George voyait en Tony un compagnon d'avenir, tandis que Tony voyait en George l'héritier d'un père qu'il savait désormais avoir perdu dans une nuit de feu. Et c'est à l'étranger, loin de leur famille et de leur passé, que leur amitié allait se transformer en une fraternité indestructible. Le grand campus étranger s'étendait comme une petite ville, grouillant de jeunes venus de partout. Tony et George, encore un peu perdus, marchaient parmi les nouveaux étudiants. Le hasard ou peut-être le destin avait déjà frappé, leur nom figurait sur la même liste de chambres. Quand George poussa la porte de la chambre universitaire, il découvrit Tony, déjà assis sur son lit, les yeux baissés. Leurs regards se croisèrent, et un sourire nerveux se dessina sur leur visage. « Toi encore » lança George avec surprise. Tony répondit timidement, « Il faut croire qu'on est condamné à se supporter. » Les jours passèrent, et leur colocation devint le berceau d'une complicité inattendue. George, avec son allure posée et sa foi héritée de son père, guidait Tony dans les démarches, partageait ses provisions, aidait même à payer certains frais. Tony, plus rude mais protecteur, défendait George quand des étudiants arrogants tentaient de l'humilier. Ensemble, ils travaillaient sur leurs projets d'architecture, échangeant des idées, se complétant comme deux parties d'un même esprit. Leur duo devint vite inséparable. D'autres étudiants les surnommèrent « les frères de chambre ». Eux-mêmes se surprirent à utiliser cette expression avec fierté. Pour George, Tony devint rapidement plus qu'un ami. Dans ces moments de doute, il trouvait auprès de lui une force silencieuse. Tony, malgré son apparence dure, savait écouter. Il incarnait ce frère qu'il n'avait jamais eu. Pour Tony, la situation était plus complexe. Il ressentait la chaleur d'une fraternité qu'il n'avait jamais connue. Mais chaque éclat de rire partagé avec George lui rappelait, comme une gifle invisible, qu'il portait un secret noir. Comment rire aux côtés du fils d'un homme dont il avait involontairement facilité la mort? Chaque jour d'amitié renforçait aussi le poids de sa culpabilité. Malgré la douleur silencieuse, Tony choisit de s'accrocher à ce lien. Il protégea George comme un véritable frère. Quand George tombait malade, il veillait sur lui. Quand George doutait, il l'encourageait. De son côté, George lui répétait souvent, « Toi et moi, on est liés par Dieu lui-même. Rien ne pourra nous séparer. » Ces mots réchauffaient Tony, mais aussi l'étranglaient. Il se promit de garder son secret à jamais, de porter seul le poids de cette nuit sanglante, tant que cela permettait de préserver cette amitié. Les années filèrent. Ensemble, ils gravirent les marches de la réussite, obtenant leur diplôme avec brio. Le campus, témoin de leurs rires, de leurs prières et de leurs projets, devenait une partie d'eux-mêmes. Mais derrière les sourires, Tony savait que ce bonheur n'était qu'un château de sable bâti trop près des vagues. Car tôt ou tard, la mer du passé reviendrait tout engloutir. À la veille de leur retour au pays, George dit à Tony, « Là-bas, je veux que tu sois présenté comme mon frère. » Tony hocha la tête, le cœur serré, conscient qu'un jour viendrait où cette vérité cachée exploserait. 10 ans après la tragédie, ils revinrent ensemble au pays, adultes accomplis, décidés à présenter cette fraternité au grand jour. 10 ans avaient passé depuis la nuit fatale. George et Tony, désormais âgés de 29 ans, descendaient de l'avion comme deux frères triomphants. Leurs pas résonnaient sur le sol de leur terre natale, porteurs de diplômes prestigieux et d'une amitié forgée dans les épreuves. À l'extérieur, une limousine blanche les attendait, symbole éclatant de leur réussite. George souriait avec fierté, il allait enfin présenter Tony à sa famille, non pas comme un simple ami, mais comme un frère d'âme. Tony, lui, fixait silencieusement le paysage familier, le cœur serré par des souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir. En chemin, George posa la main sur l'épaule de Tony, « Tu verras, ma mère et Adelcia vont t'aimer comme leur propre fils. » Ces mots résonnèrent en Tony comme une bénédiction et une condamnation. Plus la voiture approchait de la maison familiale, plus son angoisse grandissait. Les images de cette nuit revinrent, les silhouettes masquées, le cri d'une femme, un coup de feu dans l'obscurité. Et cette maison, il la connaissait déjà, même si George ignorait encore pourquoi. Lorsqu'ils arrivèrent enfin devant le portail, Tony resta figé, le souffle court. Ses yeux fixaient cette demeure où tout avait basculé. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda George, intrigué par le silence de son compagnon. Tony força un sourire, « Rien, juste un peu de fatigue. » Mais en lui,
une tempête éclatait. Comment entrer dans cette maison sans s'effondrer? Chaque pierre, chaque fenêtre réveillait des échos douloureux. Et pourtant, il devait jouer son rôle. Il devait être le frère que George voulait présenter, et non le spectre d'un passé sanglant. Alors il inspira profondément et suivit George à l'intérieur, priant pour que ses émotions ne le trahissent pas. La porte s'ouvrit. La mère de George et Adelcia accoururent, les yeux embués de larmes. Elles serrèrent George dans leurs bras, émues de retrouver le fils parti depuis si longtemps. La mère le contempla longuement. « Mon fils, tu ressembles tellement à ton père. » Ses yeux se remplirent de larmes, son corps trembla. George la consola, heureux de retrouver cette tendresse maternelle. Tony, resté en retrait, s'essuya discrètement les yeux. Les paroles de la mère l'avaient transpercé. Elles évoquaient l'homme dont la mort l'avait marqué pour toujours. Un homme dont il connaissait le cri d'agonie, même s'il ne l'avait jamais vu tomber. Adelcia se tourna vers Tony, lui prit la main et sourit. « Bienvenue chez nous, frère. » Ces mots, simples et sincères, furent pour lui une caresse et une gifle à la fois. Dans cette maison, il était accueilli comme un fils, alors qu'en silence, il portait le poids d'un complice. La soirée se poursuivit dans la joie, mais Tony, derrière ses sourires forcés, sentait la culpabilité le ronger. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Car plus que jamais, il comprenait, il ne pourrait pas cacher éternellement la vérité. Ce fut dans les jours suivants que sa culpabilité prit le dessus, jusqu'à devenir insupportable. La maison vibrait encore de rire et d'émotion après le retour de George. Mais dans la chambre d'amis où il avait été installé, Tony se tournait et se retournait sur son lit. Le sommeil refusait de venir. Les paroles de la mère de George résonnaient encore dans sa tête. « Tu ressembles tellement à ton père ?» Chaque mot était comme une lame enfoncée dans son cœur. Car lui, Tony, savait ce que George ignorait encore, il avait été présent, complice involontaire, la nuit où cet homme était tombé. Ses yeux se remplirent de larmes. La culpabilité l'étouffait. Le lendemain, au petit déjeuner, la mère de George serra Tony contre elle, les yeux pleins de gratitude. « Merci, mon fils, d'avoir protégé George à l'étranger. Tu es devenu un frère pour lui, et donc un fils pour moi. » Adelcia, elle aussi, le remercia avec chaleur. George ajouta, « Sans Tony, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui. » Tony sentit sa gorge se nouer. L'amour qu'on lui donnait était une bénédiction, mais aussi une condamnation. Comment accepter tant de tendresse quand son silence était fondé sur un mensonge? Dans la solitude, Tony se torturait l'esprit. Il revivait cette nuit à chaque instant, les cris, le coup de feu, les visages masqués qui couraient vers lui, et sa propre main qui avait tourné la clé de contact, permettant la fuite. Si seulement j'avais refusé. Si seulement j'avais dit non. Mais il savait que les regrets ne changeraient rien. Plus il partageait des moments avec la famille de George, plus son cœur se fissurait. La maison elle-même lui semblait un tombeau silencieux, chaque mur un témoin muet de ce qu'il portait. Un soir, en regardant George rire avec Adelcia, Tony comprit que son silence ne tiendrait plus. Ce rire pur lui rappelait trop ce qu'il avait volé à cette famille, leur père, leur pilier. Il se leva brusquement, sortit marcher sous la pluie fine. Son esprit bouillonnait. Dois-je leur dire? Et s'ils me rejettent? Mais une autre voix, plus forte, murmurait, tu ne peux pas bâtir ta vie sur un mensonge éternel. Ce fut cette nuit-là que Tony prit la décision la plus douloureuse de sa vie, révéler la vérité à George. Le cœur lourd, il se prépara intérieurement. Ses mains tremblaient rien qu'à l'idée de voir le regard de George changer, de passer de la fraternité à la haine. Mais il savait qu'il n'avait plus le choix. Le secret l'avait rongé pendant 10 ans. Cette nuit-là, sous la pluie, Tony jura qu'il mettrait fin au silence, quitte à perdre tout ce qu'il avait construit. Car mieux valait la vérité douloureuse que le mensonge confortable. Quelques jours plus tard, il frappa à la porte de George, le visage couvert de larmes, décidé à tout avouer. La nuit était lourde, et la pluie tombait fine comme un voile de tristesse. Devant la maison de George, Tony restait immobile, une enveloppe froissée dans les mains. Son visage ruisselait autant de larmes que de pluie. Depuis 10 ans, il portait un fardeau trop grand pour lui. Ce soir-là, il avait décidé de le déposer. Il respira profondément, frappa à la porte.
Quelques secondes plus tard, George apparut, surpris de voir son ami dans cet état. « Tony ? Mais, qu'est-ce qui t'arrive ? Entre. » La voix amicale de George fit vaciller le courage de Tony. Mais il savait, il était temps. Assis dans le salon, Tony fixait le sol, incapable de soutenir le regard de George. Ses mains tremblaient. Enfin, il prit la parole, d'une voix brisée. « George ? Il faut que je te dise la vérité. Une vérité qui peut tout détruire. » Le silence s'alourdit. George fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Tony ferma les yeux, les mots lui brûlaient la gorge. « Cette nuit-là, la nuit où ton père a été tué, j'étais là. » George blêmit, son cœur manqua un battement. Le temps sembla s'arrêter. « Comment ça, tu étais là ?» demanda George, la voix tremblante, mêlée d'incrédulité et de colère. Tony hocha la tête, les larmes coulant librement. « Je ne voulais pas. Je n'ai jamais su que c'était un braquage. On m'a dit que je devais juste conduire. Je n'ai pas tiré. Mais c'est moi qui les ai attendus dehors. C'est moi qui ai démarré la voiture pour les faire fuir. Sans moi, ton père serait peut-être encore en vie. » George se leva d'un bond, le souffle court, ses poings serrés. Son regard, autrefois rempli de fraternité, devint dur comme la pierre. « Tu étais mon frère !» cria George, sa voix résonnant dans toute la maison. « Et tu m'as caché ça ? 10 ans de mensonges, Tony. 10 ans. » Tony se mit à genoux, suppliant. « Haïs-moi si tu veux, frappe-moi, mais je ne pouvais plus garder ça. Pardonne-moi, ou condamne-moi, mais je ne pouvais plus me taire. » George le fixa longuement, sa poitrine se soulevant de rage. Puis, d'une voix glaciale, il dit « Sors de chez moi. Maintenant. » Tony resta figé un instant, puis, le cœur brisé, se releva et sortit sous la pluie. La porte claqua derrière lui comme un cercueil qu'on referme. Tony marcha seul dans la nuit, ses pas éclaboussant l'eau. Son aveu, qu'il croyait libérateur, venait de briser la seule chose qui lui restait, son frère. George, lui, resta debout dans le salon, tremblant, les yeux fixés sur le vide. Le monde qu'il avait reconstruit venait de s'écrouler à nouveau. 2 frères d'âme venaient de se perdre dans la tempête du passé. Le lendemain, Tony prit une décision radicale, quitter à nouveau le pays, espérant trouver ailleurs une raison de vivre. Le lendemain matin, la maison de George était silencieuse, glaciale. Mais à quelques rues de là, Tony préparait déjà ses valises. Son cœur battait lourdement, chaque geste lui arrachait une douleur. Il avait cru se libérer en confessant son secret. Pourtant, tout ce qu'il avait gagné, c'était le rejet, la perte de son frère. Il ne pouvait plus rester dans cette ville, pas après avoir vu la haine dans les yeux de George. Alors, sans prévenir personne, il prit un billet pour repartir à l'étranger. La pluie tombait encore sur la ville lorsqu'il monta dans le bus qui l'éloignait de tout. À l'étranger, Tony erra d'abord comme une âme en peine. Les rues brillantes, les immeubles modernes, tout semblait vide à ses yeux. Il trouva un emploi dans une petite entreprise de construction, puis gravit les échelons par sa rigueur et son intelligence. Peu à peu, il bâtit une nouvelle vie, mais la solitude restait son ombre. Jusqu'au jour où il croisa le regard de Nadège. Elle était différente des autres, douce, souriante, avec une lumière dans les yeux. Sa présence réchauffait son cœur glacé. Pour la première fois depuis longtemps, Tony sentit qu'il pouvait peut-être être digne d'aimer. Mais chaque fois qu'il riait avec Nadège, une part de lui tremblait. Si elle savait, pensait-il. Comment expliquer à une femme pure qu'il avait été complice d'une tragédie? Pourtant, Nadège ne voyait en lui qu'un homme bon, travailleur, attentif. Elle admirait sa détermination, sa gentillesse, et disait souvent « Tu es l'homme le plus sincère que j'ai rencontré ». Ces mots étaient comme une bénédiction pour Tony, mais aussi un rappel cruel de son mensonge. Car derrière cette image d'homme idéal, il portait toujours le fardeau d'une nuit sanglante et le regard brisé de George. Au fil des mois, leur amour grandit. Tony fit le choix d'ouvrir son cœur, au moins partiellement. Il raconta à Nadège son enfance pauvre, sa lutte pour réussir, ses sacrifices. Elle l'écoutait avec admiration, lui tenant la main. Mais il garda pour lui le secret le plus lourd, le braquage, la mort du père de George, et son rôle cette nuit-là.
Finalement, il décida de franchir une nouvelle étape. Un soir, il s'agenouilla devant elle, un anneau simple dans la main, et demanda « Nadège, veux-tu devenir ma femme ?» Les larmes aux yeux, elle accepta. Le bonheur semblait enfin à portée de main. Mais ce que Tony ignorait, c'est que Nadège n'était pas une inconnue liée au hasard. Elle portait dans son sang un secret capable de raviver toutes les blessures du passé. Elle était la fille cachée du père de George, née de sa liaison interdite avec Dorian, la tante de George. Ce secret, encore enfoui, allait bientôt refaire surface. Et lorsque la vérité éclaterait, ce ne serait plus seulement une amitié qui serait en jeu, mais deux familles entières. Ce fut un simple détail, une photo accrochée au mur de la maison de Nadège, qui allait tout révéler à Tony. Un après-midi, Nadège invita Tony chez sa mère. Elle voulait lui présenter officiellement l'homme de sa vie. Tony entra dans une maison accueillante, décorée avec simplicité. Sur les murs, plusieurs portraits de famille attiraient l'œil. Il souriait, à l'aise pour la première fois depuis longtemps, jusqu'à ce que son regard tombe sur une photo en particulier. Son souffle se coupa. Ses jambes fléchirent. Le visage sur ce cadre, il le connaissait. C'était celui de l'homme dont il avait cru avoir assisté à la mort 10 ans plus tôt. Le père de George. Tony s'approcha lentement, comme hypnotisé. Ses yeux fixaient le portrait, ses mains tremblaient. « Et Nadège, qui est cet homme ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. Elle sourit tendrement, « C'est mon père. » Ces mots résonnèrent comme un coup de tonnerre. Impossible, pensa Tony. Il l'avait vu tomber, il avait entendu le cri de sa femme, il avait vu le sang. Et pourtant, là, devant lui, un cadre affichait son visage, vivant dans la mémoire d'une autre famille. La gorge de Tony se serra. Il ne savait plus s'il rêvait ou s'il devenait fou. Le monde sembla s'écrouler sous ses pieds. Comment ce père, qu'on avait enterré, pouvait-il être encore en vie à travers une autre histoire? Et pire encore, comment se faisait-il que Nadège soit sa fille? Tout s'embrouillait dans sa tête. Son cœur battait si fort qu'il pensait qu'il allait s'arrêter. Une sueur glaciale coula dans son dos. Mais, il ressemble tant à George, murmura-t-il, comme s'il se parlait à lui-même. Nadège le regarda, intrigué. Pourquoi tu dis ça? Tony détourna les yeux, incapable de révéler tout ce qu'il savait. Il resta silencieux le reste de la visite, jouant le rôle de l'homme poli, du fiancé parfait. Mais son esprit bouillonnait. Ce soir-là, dans sa chambre, il s'effondra, les mains sur la tête. Le père de George est vivant. Et il est aussi le père de Nadège. C'était une vérité trop grande pour lui seul. Il devait en avoir le cœur net. Alors il prit une décision, faire revenir George dans son univers, non pas par amitié, mais pour lui montrer la vérité de ses propres yeux. Le destin allait les réunir à nouveau, mais cette fois pour tout briser. Tony savait qu'il ne pouvait pas appeler George directement. La blessure de leur rupture était encore trop vive. Alors il monta un plan. Devenu un homme d'affaires respecté dans la construction, il lança un appel d'offres sous le nom de sa société, certain que George, brillant architecte, ne pourrait pas refuser un tel contrat. Ce n'était pas seulement un projet professionnel, c'était un piège tendu par le destin, une rencontre inévitable. Car dans ce bureau où ils allaient se revoir, George allait découvrir que la vérité pouvait être plus douloureuse encore que la trahison. Le jour de la rencontre arriva, et George, invité pour cet appel d'offres, allait tomber nez à nez avec Tony, et avec une vérité insoutenable. Le jour de la rencontre arriva. George, devenu architecte accompli, franchit les portes vitrées d'un prestigieux immeuble de la capitale. Il venait répondre à un appel d'offres d'une société de construction florissante. Son dossier sous le bras, il avançait avec assurance. Mais rien ne l'avait préparé à ce qu'il allait découvrir. L'assistante l'accueillit, le fit patienter dans un bureau moderne aux murs ornés de plans et de maquettes. Quand la porte s'ouvrit enfin, George resta pétrifié. Là, devant lui, en costume sobre mais imposant, se tenait Tony. Son ancien frère de cœur. Son traître. Et désormais, le patron. Le silence fut lourd. George sentit la haine remonter comme une lame brûlante. « Toi » cracha-t-il, les poings serrés. Tony leva calmement les mains. « Attends, je sais ce que tu ressens. Mais si je t'ai fait venir, ce n'est pas pour rouvrir nos plaies.
C'est pour te montrer quelque chose. Georges rit nerveusement. Me montrer? Après avoir tué mon père et détruit ma famille? Tu veux encore quoi? Tony s'approcha lentement, sortit une photo de son portefeuille et la posa sur la table. Georges baissa les yeux. Et son cœur manqua un battement. Sur la photo, il reconnut immédiatement le visage qu'il croyait perdu à jamais. Son père. Mais à ses côtés, une femme, pas n'importe laquelle. Sa tante Doriane, la cadette de sa mère. Georges sentit le sol se dérober sous ses pieds. Il leva les yeux vers Tony, incrédule. Qu'est-ce que ça veut dire? Tony répondit d'une voix basse. Ton père n'est pas mort cette nuit-là. Il vit. Avec elle. Et Nadège est leur fille. Georges se figea, ses mains tremblaient. La colère, le choc, l'incompréhension s'entremêlaient dans son cœur. Tu mens, hurla Georges, balançant la photo sur la table. Mon père est mort. J'ai vu son corps, j'ai pleuré sur sa tombe. Tony secoua la tête. Non, Georges. Tu as pleuré sur une mise en scène. Ton père a orchestré ce braquage. J'ai retrouvé des preuves, et j'ai vu ton père moi-même. Les veines du cou de Georges se gonflèrent. Il fit mine de partir, mais Tony l'arrêta. Si tu veux vraiment la vérité, viens avec moi. Je vais te la montrer. Georges resta un instant figé, son souffle haletant. Tout son être criait qu'il devait rejeter ces paroles. Mais une autre voix, enfouie au fond de lui, murmurait « Et si c'était vrai ?» Il ferma les yeux, serra les poings, puis dit d'une voix glaciale « Montre-moi ». Tony soupira de soulagement. Le destin venait de franchir une nouvelle étape. Ensemble, ils allaient bientôt pousser une porte qui révélerait une vérité plus sombre encore que la mort elle-même. Leur confrontation les mena droit à l'hôpital, où la voix du père allait dévoiler l'ultime trahison. Ils entrèrent dans la maison de Doriane. Le silence était lourd, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Sur une chaise roulante, vieilli, affaibli, le père de Georges apparut. Georges resta figé, incapable de respirer. Ses yeux se remplirent de larmes, son corps trembla. « Papa » murmura-t-il, la voix brisée. L'homme leva la tête, et à ce moment précis, son cœur céda. Ses mains tremblèrent, son souffle saccadé. Il s'effondra en crise devant ses deux fils ennemis réunis. Les cris fusèrent, Doriane appela une ambulance. Et bientôt, ils se retrouvèrent tous à l'hôpital, face à l'inévitable vérité. Dans une chambre blanche, l'odeur de désinfectant piquait les narines. Branché à des machines, le père de Georges ouvrit faiblement les yeux. Georges, assis à son chevet, tremblait. « Dis-moi que ce n'est pas vrai, dis-moi que tu n'as pas fait ça. » La voix de l'homme était rauque, brisée. « Pardonne-moi, mon fils, tout ce que tu sais est vrai. » Alors, dans un souffle, il avoua, sa liaison interdite avec Doriane, la grossesse cachée qui donna naissance à Nadège, et le faux braquage orchestré pour fuir avec elle sans que sa femme ne découvre la vérité. Georges sentit son cœur éclater. « Tu nous as laissé croire que tu étais mort? Tu as brisé maman, tu nous as brisés, Adelcia et moi. Et tout ça, pour Doriane? Pour vivre ta passion honteuse? » Le père baissa les yeux, des larmes coulant le long de ses joues ridées. Nadège, à l'autre bout de la pièce, tremblait. « Papa, tu veux dire que tout ce que j'ai cru, est un mensonge? » Sa voix se brisa, son monde s'effondra. Elle recula, comme si les murs de cette chambre se refermaient sur elle. Le père continua son récit, comme un condamné livrant sa dernière confession. « J'étais faible. Je n'ai pas su résister. Et j'ai cru protéger tout le monde en disparaissant. Mais au fond, je n'ai fait que détruire ma maison. » Ses yeux se posèrent sur Georges. « Mon fils, pardonne-moi. » Georges se leva brutalement, ses poings serrés. « Te pardonner? Toi, l'homme que j'admirais? Tu es mort pour moi le jour où tu as choisi ton mensonge plutôt que ta famille. » Sa voix résonna dans la chambre, glaciale. Même Tony détourna le regard, incapable de soutenir ce moment. Un silence pesant envahit la pièce. Le bip des machines médicales rythmait la confession d'un homme qui venait de perdre l'honneur. Georges, les yeux pleins de larmes, tourna les talons, incapable de rester.
Nadège s'écroula sur une chaise, les mains sur le visage, son univers détruit. Tony posa une main tremblante sur son épaule, partagée entre compassion et douleur. Le père, haletant, laissa tomber un dernier mot, « Le pardon, c'est tout ce que je demande. » Mais Georges, déjà dans le couloir, murmurait pour lui-même, « Le pardon ? Non. Tu es mort pour moi depuis longtemps. » Dans les jours qui suivirent, chacun dut affronter les conséquences de cette vérité insupportable, et choisir entre la haine et le pardon. Les jours qui suivirent furent un tumulte de larmes et de silence. La nouvelle s'était répandue comme une onde de choc, le père de Georges, que tout le monde croyait mort, vivait encore. Mais ce n'était pas une résurrection, c'était une trahison. La mère de Georges s'enferma dans sa chambre, refusant toute nourriture, ses prières devenues des cris étouffés. Adelcia pleurait sans cesse, incapable de comprendre comment l'homme qu'elle appelait « papa » avait pu les abandonner pour la cadette de sa propre femme. Nadège, elle, restait assise, le regard vide. Elle n'était plus la fille d'un héros, mais l'enfant d'un mensonge. Georges, rongé par la douleur, errait comme une ombre. Chaque pas dans la maison lui rappelait la présence absente de son père, chaque souvenir se transformait en blessure. Tony, de son côté, observait en silence, déchiré entre deux vérités, celle de son rôle dans le passé et celle qu'il avait lui-même révélée. Un soir, il osa s'approcher de Georges. « Mon frère, je n'ai jamais voulu que tout ça arrive. Je sais que j'ai ma part de faute, mais aujourd'hui, tu dois savoir que je n'ai jamais cessé de te considérer comme mon frère. » Georges le fixa longuement, ses yeux rouges de larmes. Le cœur de Georges bouillonnait de contradictions. Il voulait hurler, frapper, détruire tout ce qui portait le nom de son père. Mais face à Tony, il ressentait autre chose. Cet homme qui avait contribué à sa souffrance était aussi celui qui, pendant 10 ans, l'avait protégé, soutenu, aimé comme un vrai frère. Il comprit que la haine qu'il nourrissait ne pouvait pas s'éteindre dans la violence. Car le vrai traître, ce n'était pas Tony, mais son père. Son regard se radoucit. Il inspira profondément, puis dit d'une voix lourde, « Toi, Tony, je ne peux plus te haïr. » Georges s'approcha, posa une main ferme sur l'épaule de Tony. « Nous avons tous été victimes d'un mensonge plus grand que nous. Mais sache une chose, tu resteras mon frère. » Tony, bouleversé, éclata en larmes. C'était le pardon qu'il n'espérait plus. Mais Georges ajouta, la voix glaciale, « Quant à lui, mon père, il est mort pour moi depuis longtemps. Je n'ai plus de place dans mon cœur pour un homme qui a détruit sa propre maison. » Ces paroles résonnèrent comme une sentence. Le pardon avait sauvé une amitié, mais condamné définitivement un père. L'hôpital resta le témoin silencieux de cette vérité déchirante. La mère de Georges finit par entrer, tenant Adelcia par la main. Elle regarda son fils et Tony, unis malgré tout, puis détourna les yeux du lit où reposait son mari. D'une voix tremblante, elle dit, « L'Éternel juge mieux que nous. » Nadège, brisée, serra sa mère cadette en pleurant. Le père, haletant, comprit qu'il ne regagnerait jamais l'amour de ceux qui l'avaient trahi. Le silence qui suivit fut plus cruel que n'importe quel cri. La vérité avait éclaté, mais elle n'avait laissé derrière elle que des ruines. Dans ce chaos de larmes et de vérité, une seule question subsistait, peut-on réellement bâtir un avenir sur les cendres de tant de mensonges ? Le silence qui suivit les révélations fut plus cruel que n'importe quelle parole. Dans cette famille brisée, il ne restait plus que des éclats de vérité, dispersés comme des morceaux de verre qu'on ne pouvait recoller. Georges regardait sa mère, ses larmes et son silence plus lourds que tous les sermons de son père autrefois. Adelcia, sa sœur, cherchait en vain une explication dans les yeux de son frère. Nadège, elle, restait pétrifiée, découvrant qu'elle n'était pas le fruit d'un amour noble, mais d'une faute honteuse. Tony, en retrait, observait ce chaos. Il savait que lui aussi avait une part dans cette tragédie. Pendant 10 ans, il avait porté le fardeau du mensonge, pensant protéger son frère, mais il avait oublié une chose, la vérité finit toujours par se lever, comme le soleil qui perce les nuages les plus lourds. Et lorsque cette vérité éclate, elle détruit tout ce qui avait été bâti sur le sable du silence. Georges, brisé mais lucide, comprit une chose essentielle, son plus grand ennemi n'avait pas été Tony. Ce n'était pas non plus le groupe de jeunes qui avait déclenché le coup fatal. Le véritable ennemi, c'était son propre père.
Non pas pour sa faiblesse d'homme, mais pour avoir choisi le mensonge comme refuge, la fuite comme solution, la trahison comme héritage. Alors, dans un geste à la fois douloureux et libérateur, George tendit la main à Tony. Non pas pour effacer la douleur, mais pour refuser que la haine devienne leur seule mémoire. Le pardon ne guérit pas toutes les plaies, mais il empêche le cœur de mourir de l'intérieur. Quant à son père, George décida de le laisser derrière lui, dans l'ombre de ses choix, comme une leçon amère gravée à jamais. La vérité avait arraché les masques. Elle avait brisé des liens, mais elle avait aussi révélé une certitude, on ne choisit pas toujours son sang, mais on choisit ses frères. Et parfois, ceux qui viennent d'ailleurs deviennent plus vrais que ceux de notre propre maison. Index revers pointant vers la droite Blancard au final, la trahison la plus cruelle n'est pas celle des ennemis, mais celle qui naît dans le cœur de ceux qu'on appelle « famille ».